Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder deux sujets, les chaînes myofaciales et les adhérences tissulaires, et on va voir que y a beaucoup de bêtises qui sont racontées dessus. J'ai décidé d'aborder ces deux sujets parce qu'effectivement sur les réseaux on entend beaucoup de n'importe quoi, que ce soit l'utilisation par exemple des chaînes myofaciales pour expliquer des gains en performance, les traitements des chaînes myofaciales ou de traitement des adhérences pour justifier le traitement de telle ou telle problématique. Et on va voir en fait que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie, ok? Avant ça, si vous voulez me rejoindre sur mon Instagram, il est ici, donc Mika Clément. Et donc on a 24 diapos, donc on va estimer la vidéo à peu plus d'une trentaine de minutes, on va dire 35 minutes, ok? Alors on va commencer avec les chaînes myofaciales. Alors je sais pas si vous connaissez ce livre-là, mais en gros c'est le livre de Thomas Myers qui parle en fait des chaînes myofaciales. Et dedans il y a beaucoup de chaînes qui sont décrites. Alors c'est très bien fait, hein, vous avez des coupes anatomiques, c'est très bien expliqué, c'est très bien raconté. C'est une belle histoire, mais on va voir si cette histoire elle est vraie ou si c'est une fable. Alors en fait, en gros ce que j'ai fait, c'est que je vous présente la chaîne ici, je vous mets les liaisons musculaires ici, avec, bon là vous avez les parties osseuses, mais ça on s'en fiche, et en gros après on voit ce que la littérature, en fait on a une revue systématique, et on voit si la revue systématique, elle valide, elle invalide, elle valide partiellement, ou on n'en sait rien sur les chaînes, ok? Donc par exemple, la chaîne, donc là c'est la superficial backline, donc en gros c'est la chaîne superficielle postérieure. Alors en fait dans le livre à chaque fois vous avez les stations, en fait c'est Anatomy Trains, donc en gros c'est un parallèle entre les trains et tout ça, donc en gros ça c'est les stations, et ça serait les trains musculaires en gros. Donc dans le livre en fait on a, ça part du fascia plantaire, ça monte jusqu'au... Alors je vais pas vous expliquer ça à chaque fois, hein. Là je vous explique pour celui-là le principe, mais après je vous ai mis les tableaux, vous mettez pause si vous voulez voir. Pour ceux qui ont souscrit à l'abonnement payant de la chaîne, vous aurez le PDF sur le groupe WhatsApp. Donc en gros ça part du fascia plantaire, ensuite ça prend ça se poursuit par le tendon d'Achille, les gastrocnémiens, ensuite les ischio-jambiers, ligaments sacro-tubéral, ensuite ça part au niveau des érecteurs du rachis et fascia sacro-lombaire, et en fait dans le livre ça monte même jusque au sommet du crâne. Dans cette étude là, en gros, eux, ils se sont arrêtés, donc ils ont vu une première transition entre le fascia plantaire et le gastrocnémien, entre les gastrocnémiens et les ischio-jambiers, et entre les ischio-jambiers et le fascia lombaire et les érecteurs du rachis. Ok? Donc ils n'ont pas été plus loin qu'ici, mais vu qu'il y a trois transitions sur les trois, c'est un peu différent de comment c'est décrit ici, mais on peut estimer que cette chaîne musculaire là, cette chaîne pardon myofaciale là, elle existe. Ensuite, on a les chaînes fonctionnelles, les lignes fonctionnelles, peu importe. On a la postérieure et la antérieure. Sur la postérieure, en fait, les trois transitions ont été retrouvées, donc on peut dire qu'elle existe. Sur la antérieure, les deux ont été retrouvés, donc on peut dire qu'elle existe, hein. Donc la postérieure, elle fait grand dorsal, fascia lombaire, grand fessier, vaste latéral, et la antérieure, elle fait grand pec, abdos, adducteur. Donc ça c'est surtout le long adducteur. Donc ça existe. Ensuite, on a la chaîne superficielle antérieure, qui là, pour le coup, donc elle est décrite comme ça dans le livre, donc elle part en fait, limite des... ici, on peut voir les scomes, ça va jusqu'au pied, et en fait, dans l'étude, ils ont retrouvé aucune des transitions, ok? Donc celle-là, on peut pas dire qu'elle existe. Donc on a une chaîne décrite dans le livre qui n'existe absolument pas. Donc toute personne qui vont vous parler de cette chaîne-là, en fait, ils vous parlent de quelque chose qui n'existe pas. Ok? Après, c'est toujours pareil, hein. C'est pas parce que les chaînes, elles existent, qu'on peut prétendre tout et n'importe quoi à propos de ces chaînes. Ok?
Après, il y a du travail en chaîne qui marche bien. Par exemple, on sait que pour les épaules, c'est surtout Joe Gibson qui en parle, mais voilà, quand vous avez des problèmes d'épaule, quand on active les fessiers en même temps qu'on fait un mouvement d'épaule, ben on rend la vie plus facile à l'épaule et on peut avoir des améliorations au niveau de l'amplitude ou sur la douleur ou des choses comme ça. Est-ce que ça s'explique par ces chaînes myofaciales? Peut-être en partie, peut-être pas que, mais c'est juste pour vous dire que ça serait un exemple dans lequel on peut expliquer des choses, mais on peut pas expliquer tout et n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc celle-là, elle n'existe pas. Ouais, c'est bien décrit. De toute manière, dans le livre, à chaque fois, vous avez des extraits de dissection et tout ça. Bon, voilà. Là, ça n'existe pas. Ensuite, on a la ligne en spirale, donc où on retrouve 9 transitions. Enfin, ouais, en fait, il y a 9 transitions décrites dans le livre et on en retrouve 5 dans la littérature scientifique. Ok. Donc on retrouve celle entre les rhomboïdes et le dentelé antérieur, oblique externe. Oblique externe, donc là c'est oblique externe ici, ensuite oblique externe, oblique interne, on retrouve, ensuite on retrouve une jonction entre péroné, donc c'est le long fibulaire et le biceps fémoral, et entre le biceps fémoral et les érecteurs du rachis, ok, donc derrière ici, voilà. Donc on en retrouve 5 sur 9, donc elle existe en partie, cette chaîne-là, après ça dépend, pareil, où vous vous situez. Ensuite on a la chaîne latérale, et donc en gros il y a 5 transitions décrites dans le livre, et on en retrouve 2 dans la littérature scientifique, donc entre la bandelette iliotibiale, le grand fessier et le tenseur du fascia lata, et ensuite entre le grand fessier, tenseur du fascia lata, et les obliques. Voilà, et ensuite on a les dernières. Alors les dernières, en fait, celles-là, on ne sait pas. Elles n'ont pas été étudiées dans l'étude que je vous ai citée. Mais en fait, au niveau des bras, on a 4 chaînes myofaciales. On a les chaînes myofaciales antérieures avec une chaîne profonde, une chaîne superficielle, et on a les postérieures avec une chaîne profonde et une chaîne superficielle. Et ensuite, on a la chaîne antérieure profonde, qui ne sont absolument pas décrites. Et donc, quand c'est pas décrit, le mieux, c'est de suspendre son jugement, en tout cas de ne pas les considérer comme existantes, ça n'aurait pas de sens. Sinon, c'est faire un appel à l'ignorance. Si on considère vrai quelque chose, tant que ça n'a pas été démontré faux, c'est une erreur de raisonner comme ça. Donc, on va pas utiliser ces chaînes-là pour justifier des choses. Comme je vous dis, de toute manière, est-ce que le fait que ça existe, ça veut pas forcément dire que y a quelque chose qu'on peut en tirer, ok? D'ailleurs, c'est des choses dont je parle dans ma vidéo sur l'ostéopathie. C'est pas parce qu'il y a des structures anatomiques qu'on les connaît, qu'on les décrit, qu'on peut avoir forcément une action dessus, ok? Ça, c'est important de bien le comprendre. Mais voilà, déjà avec cette vue d'ensemble-là, bah, vous pourrez trier un petit peu sur les réseaux ce que vous pouvez entendre. Par exemple, moi, j'ai déjà vu des justifications, notamment sur la chaîne postérieure ici superficielle, où en gros, alors c'était quelqu'un qui vendait quelque chose, et que dans la partie anatomie, il disait, je vais vous expliquer pourquoi, donc c'était un des arguments de vente, pourquoi votre talon, il est rattaché à votre crâne par des chaînes myofaciales. Donc, bah, en fait, pas forcément, hein, si on se fie à la littérature scientifique, c'est faux de dire ça, a priori. Mais en plus, après, c'est pareil. Qu'est-ce que ça nous dit de faire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je travaille sur le pied, ça va relâcher les douleurs de cou. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière? Pareil, justifier après le travail en spirale, le justifier par les chaînes, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut le justifier que par ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent expliquer? Voilà, toujours prendre un peu de recul par rapport à ça, et pas considérer que les chaînes myofaciales existent telles qu'elles sont décrites, notamment dans ce livre-là. Ok? Ensuite, il faut faire attention parce que dans cette étude-là, ils ont récupéré ce qu'une personne disait, qui avait fait un article il y a bien plus longtemps, et je crois que c'était en 1945, et qui expliquait en fait que quand les anatomistes ils font leur dissection, ils peuvent eux-mêmes créer de manière artificielle des plans faciaux, des chaînes myofaciales qui n'existeraient pas de manière naturelle, en fait, qui sont juste créés par la dissection. Ok? Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et ensuite, en fait,
C'est aussi justifié les chaînes myofaciales pour vous dire, par exemple, on va prendre une chaîne au niveau du bras, voilà, allez, on va en prendre une qui existe, comme ça sera plus simple. On va pas me dire, oui, non, mais tu prends des choses qui n'existent pas. Par exemple, il y en a qui vont vous dire, oui, mais si vous avez mal à l'adducteur ici, c'est peut-être que si vous avez une tension dans votre pec, ça va tirer au niveau des abdos, ou les abdos vont travailler d'une manière différente, ou moins bien travailler, ou je sais pas quoi, ce qui va mettre plus de contraintes sur le long adducteur, et va expliquer, en fait, votre douleur au niveau votre pubalgie. Bah en fait, il faut faire attention à ce genre de raisonnement parce que là, en fait, c'est un peu des mécanismes qui sont invraisemblables et qui ne sont pas retrouvés dans la littérature scientifique. Donc c'est pour ça. Ou alors, vous avez mal à l'avant-bras, oui, mais c'est pareil, c'est peut-être parce que vous avez des tensions dans le petit pectoral ou vous avez des tensions dans le petit pectoral parce qu'il se passe quelque chose au niveau de votre avant-bras. Voilà, c'est des choses, il faut faire attention à ces raisonnements-là. Et en fait, on a des expériences qui ont été faites, et en gros, ils ont tiré sur des muscles, et ils ont regardé un peu comment, au niveau du fascia superficiel lombaire, ça bougeait. Et en fait, quand on tire, ça bouge pas énormément, hein. Quand on tire sur la partie caudale du grand dorsal, ça bouge de 8 à 10 cm. Le trapèze, quand on tire dessus, ça bouge de 2 cm. Quand on tire sur des fibres du grand dorsal, ici c'était 2 à 4 cm. La traction sur le tendon du biceps fémoral, donc des ischio-jambiers, ça bougeait de 1 à 2 cm. Traction sur le grand fessier, ça bougeait de 4 à 7 cm. Donc ça n'a pas la portée qu'on pense voilà, 10 cm, c'est pas énorme. Ça va être difficile de justifier à partir des d'études où on a des mouvements de 10 cm que, que des problèmes ici vont engendrer par cet unique mécanisme-là des douleurs ici, ok? Là, on a bien plus de 10 cm. Donc c'est juste pour expliquer voilà, des limites qu'on peut avoir. Donc ça a une portée moindre, ces histoires de fascia, que ce qu'on peut penser. Et donc du coup, on va voir qu'est-ce qu'on peut entendre dans les explications des traitements à partir des fascias, et est-ce qu'on n'a pas des hypothèses moins coûteuses qui peuvent expliquer ces résultats-là. Par exemple, j'ai une personne qui a mal à mon épaule. J'ai une personne qui a mal à l'épaule. On fait un traitement myofacial, donc peu importe, thérapie manuelle, on peut dire allez, point trigger, on peut dire crochetage, on peut dire je sais pas, peu importe. Ça peut marcher sur la douleur, oui, mais en fait j'ai des choses qui peuvent me dire que ça marche et qui me demandent pas d'explications invraisemblables. Par exemple, déjà j'ai les effets contextuels. Donc ça, bah, c'est hyper important, c'est des effets non spécifiques, donc j'aurais fait ça ou autre chose. A priori, alors, tous les thérapies n'ont pas des effets contextuels qui vont être égaux, mais voilà, ça peut expliquer. Par exemple, il y a une étude qui est sortie récemment, bah, du coup je vous l'ai pas mise, mais a priori, par exemple, le dry needling, ça a de forts effets contextuels. Ensuite, on a la modulation conditionnée de la douleur. Mon patient, il a mal à l'épaule, je lui fais un point trigger, je sais pas, de l'infra-épineux, ça fait très mal, il va mieux ensuite. Ah ouais, mais en fait, j'ai peut-être juste fait de la modulation conditionnée de la douleur, le fait d'avoir créé une douleur plus importante ailleurs ou juste créé une douleur, bah ça a diminué la perception douloureuse. Travailler à distance d'une douleur, c'est une bonne solution parfois, mais ça a peut-être rien à voir avec les fascias. Admettons, le patient il a mal à l'épaule, ouais, mais en fait il a mal à l'épaule parce que il a un problème au niveau de son coude, par exemple. Si je travaille son coude, peut-être que ça ira mieux au niveau de l'épaule pour plein de choses. Par exemple, ça peut être une bonne idée de travailler à distance déjà parce que si la zone elle est irritable. Si dès qu'on bouge l'épaule, les douleurs elles sont incroyablement fortes, bah, peut-être effectivement c'est bien de commencer à bouger, de bouger à distance. Ensuite, on peut avoir l'hypoalgésie induite par l'exercice. Admettons, quelqu'un a mal à l'épaule. Bon, ça j'ai déjà entendu. Par exemple, ça vient de l'épaule opposée. Ok, ça vient de l'épaule opposée, très bien. Donc, bah, on va travailler l'autre épaule, peu importe comment. Donc, soit on peut faire par exemple point trigger, parce que j'en ai entendu beaucoup des choses comme ça. Point trigger, donc du coup, bah, modulation conditionnée de la douleur. Soit je fais des élévations latérales et je crame bien le deltoïde et ça va mieux, l'autre côté. Ah oui, bah du coup on a rééquilibré la chaîne faciale. Bah non, en fait, quand on fait un effort physique, on va avoir une libération de molécules anti-inflammatoires, antidouleurs et tout ça, et ça peut, on va avoir des effets qui vont être systémiques, hein. Le sport ça a des effets systémiques, et ça peut expliquer la réduction de la douleur au niveau de l'épaule, mais qui n'a rien à voir avec les fascias. Des douleurs éloignées ne se justifient pas avec le modèle explicatif des fascias. Effectivement, on a des modèles qui peuvent nous expliquer ça. Pareil, j'ai déjà entendu des choses du style
En fait, si, en fait c'était pareil, c'était pour, c'est exactement le même cas que tout à l'heure, hein, pour l'épaule, mais j'avais déjà entendu pour les coudes. Vous avez mal au coude d'un côté, et en fait, vous avez mal au coude de l'autre, et ben j'ai déjà entendu des explications. Ah oui, mais en fait, ça tire sur tel fascia, tel muscle, tel machin, et ça va de l'autre côté. L'explication elle est belle, l'explication elle est logique, ça nous donne une piste de traitement qui est traiter l'autre coude, mais en fait on a des choses qui peuvent nous expliquer ça. Par exemple, si on a un patient qui a mal au coude, et même qui commence à avoir des douleurs qui remontent dans le bras et qui descendent dans l'avant-bras, par exemple, ou en gros, quand on teste, il y a une hyperalgésie ici. Bah, c'est peut-être pas les fascias en soi qui tirent ou qui font quelque chose, c'est peut-être juste de l'hyperalgésie secondaire. Ok? Si on a des douleurs de l'autre côté, ça peut être de l'hyperalgésie tertiaire. Ok? Donc, hyperalgésie secondaire, c'est quand l'endroit qui est douloureux, bah, en gros, il s'étend un petit peu. Hyperalgésie tertiaire, c'est carrément c'est de l'autre côté. Alors par exemple, si vous avez une grosse surface de douleur d'un côté, en général, elle sera légèrement plus petite, enfin, elle sera plus petite de l'autre côté, mais tout ça, ça s'explique par des phénomènes au niveau, avec ça peut être des molécules inflammatoires au niveau de la corne postérieure de moelle et tout ça. En gros, ça explique très bien et c'est connu. En fait, on sait que l'hyperalgésie tertiaire, ça existe. Par contre, que les chaînes myofasciales, ça fasse des tensions d'un côté à l'autre, bah ça, on connaît pas. Donc on va préférer quand même les hypothèses qui sont moins coûteuses. Donc on va se dire, ouais, non, mais en fait, c'est peut-être de l'hyperalgésie, plutôt de l'hyperalgésie tertiaire. Et surtout, on peut remplacer cette prise en charge par une autre. Il n'y a rien qui est indispensable, et je pense, peut-être que je me trompe, mais là je pense pas, c'est qu'à aucun moment, le traitement myofacial, c'est le traitement unique pour une pathologie. En tout cas, là, j'ai pas de contre-exemple en tête. Si vous en avez un, dites-le moi, je corrigerai. Mais je vois pas une problématique où il faut absolument faire ce qu'on appellerait un traitement myofacial via scrapping, crochetage, point trigger, étirement des chaînes myofaciales et tout ça. Tout ça, c'est des outils qui peuvent marcher, mais comme je dis, peut-être pas pour les raisons que l'on pense. Ok? Donc on a fini avec les fascias. Là, c'est l'instant pub, donc ça c'est pour ma formation. Donc pour le moment, j'ai laissé à 250. En fait, j'ai toujours laissé quasiment à 250 euros. A priori, c'est le prix qui permet le plus, notamment aux étudiants, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui prennent cette formation. Donc je vous la laisse à ce prix-là. Voilà. Donc je comptais remettre le prix à un moment donné plus élevé et faire des promotions régulièrement. Bah finalement, je ferai pas de promotion, mais je le laisse voilà, à un prix qui est largement accessible et par rapport au contenu qu'il y a dedans. Voilà, je vous rappelle, il y a 7h30 de contenu vidéo et 275 diapos PDF. Et c'est pas des diapos PDF. Voilà, elles ressemblent plus à ça. Ouais, elles sont très, très chargées, quoi. Mais de toute façon, vous allez voir la vidéo syndrome de la queue de cheval sur, ma chaîne YouTube et vous allez voir une sous-partie à quoi ça ressemble. Et du coup, bah, peut-être que ça vous donnera envie de vous la procurer. Et donc là, on va voir les adhérences, réalité ou mythe. Et en fait, donc pourquoi je traite ces deux sujets-là dans la même vidéo? Parce qu'en fait, moi, ce que je vois sur les réseaux, ils parlent de chaînes myofaciales, et ensuite ils parlent de traitement des chaînes myofaciales avec les techniques qu'on va voir là, en justifiant le fait qu'il y a des adhérences, qu'il faut faire céder les adhérences, et tout un tas de choses comme ça. Donc j'ai repris cette citation de Greg Lehman sur son site. Donc l'utilisation du mot adhérence est identique à celle du mot subluxation en chiropraxie. Croyez-le ou non, il y a plus de recherches sur les subluxations que sur les adhérences. Donc, vous en tant que kiné, ou enfin, peu importe en fait, mais si vous êtes kiné et que vous vous moquez des chiros, bah aussi regardez un petit peu ce que vous faites et posez-vous des questions, remettez en question les choses qu'on vous explique. Qu'on vous a expliqué ou que vous pensez vrai. Voilà, il faut chercher quand même des fois à casser un petit peu ses croyances. Et si en essayant de casser ses croyances, on voit que ces croyances en fait elles sont difficilement cassables, bah, peut-être qu'on se rapproche d'une vérité. Voilà, comme ça que ça marche le raisonnement scientifique. Alors quand est-ce qu'on a des adhérences déjà? Parce que pour vous déjà, qu'est-ce que c'est une adhérence avant qu'on commence? Visualisez ce que c'est. Et on va voir du coup si vous avez la même définition que ce qu'on peut retrouver. Enfin, on va pas forcément voir une définition, mais si vous avez la même représentation, on va dire. Alors déjà, en fait, il faut savoir qu'on peut avoir des adhérences qui apparaissent dans les pathologies systémiques, et on va vraiment parler de fibrose. Donc ça peut être des troubles génétiques, des infections persistantes, l'exposition récurrente aux toxines, aux irritants, à de la fumée, l'inflammation auto-immune,
en cas d'infarctus du myocarde, en cas d'hypercholestérolémie, en cas d'obésité, en cas de diabète, en cas d'hypertension mal contrôlée. Donc tout ça, c'est vraiment des pathologies. Et donc on peut être amené, nous en tant que kiné, à traiter par exemple une personne. Alors on va pas traiter une personne pour son diabète, mais peut-être que son diabète va faire que cette personne va venir chez nous. Ou pareil, on peut avoir une personne qui a eu un infarctus et qui vient chez nous, une personne avec une maladie auto-immune qui vient chez nous. Le but, nous, ça va être d'améliorer son état de santé, enfin après avoir les objectifs du patient, tout ça, mais on va pas traiter la fibrose que peut engendrer ces pathologies-là avec nos mains ou avec des objets. C'est pas ça le but. Ensuite, on va on va changer de catégorie, on va parler des adhérences tendineuses et musculaires, parce que c'est peut-être plus de celles-là que les gens qui justifient leur traitement parlent. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les adhérences tendineuses et musculaires, et notamment tendineuses, en fait, ça se crée pas comme ça. Et dès qu'il y en a, bah vous voyez, en fait, là, ça c'est un rapport de cas, là c'est une série de cas, donc c'est pas quelque chose, si on fait des études de cas dessus, c'est peut-être que c'est pas si fréquent que ce qu'on pense. Donc là, c'était une adhésion entre le biceps et la coiffe des rotateurs, c'était suite à une chute. Là, c'est pour les tendons de la main, donc en général, c'est post-chir. Voilà, donc quand on a une chirurgie, effectivement, on peut avoir des adhérences. Là, il nous parle de certains facteurs. Et en fait, quand on regarde ici cette série de cas, on a 4 cas. Et à chaque fois, les 4 cas où ils ont retrouvé des adhérences, c'était dans un contexte très particulier. Il y avait un cas, c'était post-chirurgical. Donc ça, on sait, la chirurgie, ça peut engendrer des adhérences. Il y avait un cas, c'était suite à un trauma. Et ça aussi, pareil, on sait, un trauma, ça peut faire des adhérences. Il y avait un cas de capsulite rétractile. Et il y avait un cas, c'était suite à des luxations à répétition, c'était des luxations antérieures, il me semble. Et la personne avait eu une dizaine de luxations antérieures. Voilà. Donc on est quand même dans des contextes très particuliers. Et du coup, des adhérences se sont créées. Donc, on peut dire que les adhérences, ça existe. Mais ça n'existe pas chez... Et c'est ça, en fait, le problème qu'on peut voir sur les réseaux, c'est moi, j'ai déjà vu des gens qui traitaient des adhérences sur des patients sportifs, sans trauma, en expliquant, avec des phénomènes explicatifs à chaque fois invraisemblables. Non, en fait, ça peut apparaître dans un certain contexte. Comment ont été traitées ces adhérences-là pour améliorer les patients? Eh ben, ça n'a pas été traité avec les mains, ça n'a pas été traité avec des objets qu'on utilise en kiné, ça a été traité avec des objets qu'on utilise en chirurgie. Et les patients qui ont eu cette libération chirurgicale ont eu une amélioration de leurs symptômes, de leurs gènes, ça pouvait être des limitations d'amplitude et des choses comme ça. Donc on a des adhérences, mais elles sont pas si fréquentes que ça, elles sont dans un contexte particulier, et c'est sûrement pas avec nos mains qu'on va casser quelque chose. En tout cas, ces adhérences-là. On va voir que dans certains cas, ça peut éventuellement être possible. Donc moi ce que je voulais savoir en faisant cette vidéo-là, c'est est-ce que les techniques de travail des adhérences fonctionnent, mais comment mais d'une manière particulière. C'est-à-dire que je veux pas savoir si le travail des tissus mous, avec du cupping, du scrapping, du relâchement manuel, du crochetage ou ça peut améliorer certains paramètres tels que l'amplitude ou la douleur. Ça, je veux bien le croire, et on a même des données sur ce type de choses. On sait que déjà, rien que la thérapie manuelle, ça peut diminuer la douleur, ça peut améliorer l'amplitude. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a des effets spécifiques de ces thérapies sur les adhérences, parce que les personnes qui utilisent ça disent qu'ils travaillent sur les adhérences. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on a des choses qui nous montrent que, par exemple, le cupping, c'est efficace, parce que ça brise des adhérences. C'est ça que je veux savoir. Parce qu'effectivement, comme on a vu tout à l'heure, il y a sur la douleur ou des choses comme ça, on a de la modulation conditionnelle de la douleur qui existe, on a les effets neurophysiologiques de la thérapie manuelle, le fait de poser les mains, le fait de bouger un petit peu une articulation, que ce soit au niveau vertébral, au niveau du coude, au niveau de l'épaule, ça va avoir des effets, on les connaît, mais par principe, on va quand même se diriger donc, du coup, vers ces hypothèses-là, parce qu'elles sont moins coûteuses. Elles demandent moins d'hypothèses coûteuses en fait à croire. C'est ce qu'on appelle en fait, et c'est ce qu'on a exactement fait tout à l'heure sur cette diapo là, où en fait on a pris une affirmation et on l'a expliqué avec des choses qu'on connaissait déjà. C'est le rasoir d'Occam, le principe de simplicité ou d'économie, de parcimonie, vous l'appelez comme vous voulez, qui disent qu'en fait les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. En fait, c'est très simple à appliquer. Admettons, on va prendre un exemple très basique. Admettons, vous marchez sur un sentier, il y a un cerisier,
il est rempli de cerises, vous faites une balade, vous revenez 4 heures après, et là en fait il n'y a plus de cerises dans l'arbre. Hein. Et vous croisez deux marcheurs, et puis vous leur dites, ah, voilà, tout à l'heure je suis passé, il y avait plein de cerises, et là il n'y a plus aucune cerise dans l'arbre. Il y en a un, il fait, bah ouais, c'est normal, en fait les cerises, elles en avaient marre d'être dans l'arbre, donc du coup dans ce cerisier-là, bah du coup elles se sont téléportées dans un autre cerisier, et c'est pour ça qu'elles sont plus là. Alors c'est une hypothèse qui, si elle était vraie, pourrait expliquer que les cerises ne sont plus là, mais l'autre voyageur il dit, ah oui non mais en fait moi, il y a mes grands-parents qui habitent pas loin, et ils adorent faire des tartes aux cerises, et ils sortaient aujourd'hui récolter des cerises, donc je pense que elles sont passées là les cerises, elles sont dans la tarte. Vous allez croire laquelle de ces deux histoires? Bah, vous allez croire l'histoire de la tarte aux cerises, parce que vous savez que les gens récoltent des cerises, enfin cueillent des cerises, vous savez que les gens font des tartes aux cerises, ça ne demande pas des hypothèses incroyables. Par contre, l'hypothèse des cerises qui auraient une conscience et qui soient capables de se téléporter, et là ça commence à faire beaucoup. Donc celle-là, vous allez pas la croire, ou du moins vous allez lui donner un niveau de confiance très faible, tellement faible qu'en fait vous allez même pas, vous n'y aurez même pas pensé en fait par vous-même. C'est juste pour ça. Donc en fait, quand c'est des choses comme ça, là c'était hyper évident ce que je viens de vous dire, mais quand on est dans le travail, en termes de santé ou des choses comme ça, bah il y a des fois, c'est moins évident et on peut se laisser avoir, ok? Et du coup, bah, le but c'est de pas se laisser avoir. Parce que moi j'aime pas me faire avoir par exemple. Si on me dit que je peux améliorer mes patients en faisant du crochetage ou du scrapping et qu'il faut que je me forme, donc il faut que je paye une formation, parfois payer le matériel, on verra ça après, et qu'en fait j'ai des effets non spécifiques, bah je préfère faire ça avec mes mains, ça me coûte moins de temps, ça me coûte moins d'argent, et je raconte moins de bêtises aux patients. Ok? Donc on va passer à la suite. Les limites. Alors, ça, c'est une étude. Alors, c'est une étude mathématique. C'est un modèle mathématique, en fait, qui, en gros, pour calculer quelles contraintes il faudrait, limite, pour déformer un fascia. Alors, c'est un modèle mathématique. Donc, bien évidemment, le mec, il aurait pu faire une... ça aurait pu être une caméra cachée, son article. J'aurais pas pu le contredire parce que, franchement, les formules, pour moi, ça veut rien dire. Mais je fais confiance à l'auteur. Et ce qu'il dit, de toute manière, c'est pas aberrant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les forces mécaniques générées par la thérapie manuelle, elles peuvent stimuler les mécanorécepteurs faciaux, parce qu'on a des mécanorécepteurs dans les fascias, qui peuvent à leur tour déclencher des changements de tonus dans les fibres musculaires squelettiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, si certains vous parlent d'adhérence, d'autres vont dire il faut relâcher le muscle. Et effectivement, le fait de travailler, on peut avoir des fois une vascularisation, enfin en gros les tissus qui rougissent, enfin la peau qui rougit et tout ça. Et on va vous dire, oui, derrière ça va être relâché, ça va être relâché. Oui, mais en fait, le fait juste de poser les mains, de mobiliser un petit peu les tissus, vous allez stimuler les mécanorécepteurs, par boucle réflexe, vous pouvez avoir un relâchement du tonus. Ok, donc pas besoin d'utiliser des outils à 4000 euros. La compression et les cisaillements seuls, dans la plage physiologique normale, ne peuvent pas déformer directement le tissu dense du fascia lata et du fascia plantaire. Ok, donc vouloir... alors, ça, moi, c'est des choses qu'on a déjà essayé de m'apprendre. Hein. De dire, on va travailler sur le fascia pour le détendre, pour relâcher. Ok frérot, mais non, a priori, pas ces fascias-là. A priori, ça pourrait avoir un impact sur les tissus les tissus plus souples, je parle n'importe comment, tels que le fascia nasal superficiel. Alors personnellement, c'est pas un fascia que je travaille souvent, peut-être les ostéos, vous le travaillez celui-là, dites-moi. Et ensuite, la manipulation in vitro de la zone du canal carpien sur des cadavres humains n'entraîne une déformation plastique que si la manipulation est extrêmement vigoureuse ou dure plusieurs heures. Et ça, c'est exactement ce que je dis dans cette vidéo-là. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que je dis dans cette vidéo? En fait, il y a des techniques qui sont présentées, d'étirement en fait du canal carpien, et j'ai du mal à comprendre ces techniques. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai l'impression que quand on fait ces... Alors déjà quand on a une augmentation de la pression dans le canal carpien et qu'on a un syndrome du canal carpien et qu'on vient l'aplatir comme ça, en général ça va plutôt augmenter la pression. Donc si la pression est trop haute et qu'on augmente la pression, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais certains pensent qu'en fait ils vont détendre le ligament ici. Mais en fait non, vous n'allez pas détendre le ligament. Hein. À moins que vous fassiez ça pendant, de manière vigoureuse ou pendant plusieurs heures. Mais vous faites pas ça pendant plusieurs heures ou de manière vigoureuse, vous faites des petites... Au mieux, vous pareil, vous stimulez, ça se trouve, en passant comme ça, ce que vous faites, c'est un pompage
du nerf médian, ok, et du canal de manière générale. S'il y a de l'inflammation, il y a de l'œdème, peut-être que faire un peu de... Alors bon, vous pourriez faire exactement la même chose avec certains mouvements hein, qui sont décrits, mais vraiment tirer sur les tissus en se disant que ça va les relâcher, il n'y a jamais trop compris l'idée. Surtout que un tissu facial, donc tendons ou des choses comme ça, en général, alors on va faire la grande règle, donc du coup il y aura forcément des exceptions, mais si vous appliquez une tension dans un tissu facial, en général il va s'adapter en augmentant sa raideur. Ok. Donc vous n'allez pas le détendre, à moins que vous dépassiez, vous fassiez une déformation plastique. En général, lui il va renforcer sa raideur. Ok. Enfin, il va augmenter sa raideur. Voilà. Donc c'est des techniques, des fois, moi j'ai jamais trop compris quand on me disait des trucs comme ça, parce que c'est tout bête, mais admettons que, je sais pas, vous avez un problème au niveau du tendon, du tendon rotulien. La personne, elle trouve qu'il est trop raide et qu'elle veut vous détendre le tendon rotulien. Parce que si on peut détendre un ligament au niveau du canal carpien, bon, on va dire un tendon rotulien, c'est du tissu conjonctif, on pourrait le détendre. Admettons, vous essayez on peut le détendre en faisant des manipulations. Si vous vous mettez sous un squat à 100, 120, 140, 150 kg, mais vous vous rendez compte de... Si avec vos mains vous pouvez le déformer, sous une barre de squat, non mais vous allez complètement vous éclater, alors que non, c'est résistant. Alors bien évidemment, il y a le tissu musculaire autour, il y a tout un tas de choses. Mais si avec vos mains comme ça, vous détendez un tissu, quand vous faites de la musculation, vous détendez tout et vous finiriez complètement lax de partout, quoi. Donc ça n'a pas trop de sens pour moi. En fait, c'est quelque chose qui a jamais eu trop de sens pour moi, ce genre de réflexion. Ensuite, là, on va parler des différents problèmes qu'on peut rencontrer avec le modèle de distorsion faciale. Alors, en fait, cette étude-là, elle critique ce modèle-là. Mais en fait, c'est des choses qu'on peut retrouver dans n'importe quel contenu Instagram sur les fascias, dans des formations sur les fascias, donc je me permets de faire une extrapolation en dehors du modèle de distorsion faciale et de dire que ça va concerner toutes les thérapies faciales. Voilà, je me permets de faire ça. Donc là, on est à la diapo 15 sur 24. Ouais, bon, là, on doit être à 30 minutes, je pense, hein, donc je me suis encore bien planté. C'est pas grave. Donc, alors déjà, quand les personnes elles vous disent oui, on va traiter les fascias, nanani, nanana, ce qu'il faudrait savoir déjà, c'est de quoi on parle comme fascia, ok. Donc, alors, si on veut vraiment rentrer dans une définition, voilà, en gros, là, je vous ai mis, vous l'avez dans ce livre-là, pour comprendre un peu la différence entre tissu conjonctif, le système facial et les fascias. Mais ça, on s'en fiche. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les fascias qui sont traités par les thérapeutes, ok. Parce que les praticiens qui vont traiter les fascias, bah, ils connaissent en général l'anatomie et tout ça, mais il faut en fonction de ce qu'ils prétendent, il faudrait quand même qu'ils soient capables de nous dire sur quel type de fascia ils vont agir. Et des fascias, en fait, on en a plein. On est sur un fascia superficiel, on est sur un fascia intramusculaire, on est sur des fascias viscéraux avec qu'on retrouve juste au niveau des viscères, les ligaments, des choses comme ça. Est-ce qu'on est plutôt sur un tendon? Qu'est-ce qu'on traite? Ok. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de nommer une construction thérapeutique dont la validité est discutable pour en fait avoir derrière une efficacité réelle, ok. Si l'objet de la thérapie ne peut être clairement identifié, la compétence des praticiens est tout aussi discutable. Voilà, dire je travaille sur les fascias, puis on ne sait pas sur quel fascia on travaille, on fait juste une manip comme ça, c'est un petit peu bizarre. Et donc une bonne première étape, ça consisterait déjà à faire des études qui auraient une bonne fiabilité, plutôt étudier la fiabilité inter- et intra-évaluateur, et avec des études de haute qualité, en particulier la vérification de la validité déjà juste du concept, ok. C'est toujours la même chose, hein. Vous remarquerez aussi des fois sur les réseaux qu'il y a des personnes qui vont vous dire, ils vont créer une thérapie, un protocole par exemple, si vous voyez de quoi je parle, ils vont créer un protocole, ils vont vous expliquer comment il marche, mais en fait à aucun moment la validité de est-ce que ça marche, elle est faite en fait. Avant de m'expliquer comment ça marche, moi je veux savoir est-ce que ça marche. C'est plus simple. Après, l'explication, voilà. Mais moi, je me fais pas avoir avec une belle explication, hein. Aussi belle soit-elle, l'explication, moi, je veux savoir, est-ce que ça marche? C'est ça la première question. Ensuite, est-ce que les effets du traitement des fascias, ils sont biologiquement plausibles? Ok. Et a priori, non.
Et on a 3 exemples, toujours tirés de cette étude-là. Là, je vous ai mis voilà, en gros une répartition des différents fascias, en fait, en fonction de leur densité ou de leur lâcheté, s'ils sont réguliers ou pas. Voilà, le tendon, c'est quelque chose de très régulier et dense. Et voilà, donc en fait, ils ont des caractéristiques différentes, hein, les fascias. Donc peut-être qu'ils nécessiteraient une thérapie différente, peut-être, on pourrait supposer. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut savoir, quand la personne, elle traite les fascias, quel fascia elle traite. Parce que, voilà, un fascia superficiel qui est lâche et irrégulier, bah ça va pas se traiter comme un tendon du coup. A priori, a priori. Donc on a des fascias qui sont très fermes, très, très denses, et c'est pour ça qu'en fait il est peu probable que la thérapie manuelle réussisse à les déformer. Par exemple, là ils ont pris l'exemple du syndrome des loges au niveau de la jambe. Bah, c'est des fascias qui sont très denses, très durs, très fermes, et en fait pour réussir à les déformer, ça serait très compliqué, hein. Et en gros, ils expliquent que, en gros, pour les déformer, il faudrait tellement comprimer ou appuyer ou faire des choses comme ça qu'en fait, vous allez léser les muscles, à la limite, avant de déformer le fascia, ok? Mais on a des thérapeutes, alors notamment les thérapeutes, du coup, a priori de cette formation-là, là, qui disent qu'ils peuvent les corriger. Ok, je rappelle qu'un des traitements du syndrome des loges... Alors, les syndromes des loges, il y en a plusieurs, hein. Vous avez au niveau surtout au niveau des mollets, on en parle, ça peut exister au niveau de l'avant-bras, mais en général, alors surtout au niveau des membres inférieurs, ça va être une opération chirurgicale, hein. Ils vont découper le fascia pour décomprimer le muscle, en fait, hein, ok. Donc ensuite, on a d'autres fascias qui sont si profondément situés qu'une manipulation manuelle aurait très peu de chances de réussir. Il s'agit par exemple des membranes interosseuses de l'avant-bras et de la jambe, ou des fascias viscéraux situés dans les cavités du corps. Alors moi j'ai déjà vu des techniques où on me disait on va travailler la membrane interosseuse, jamais compris non plus ce truc-là. Moi je me disais bon peut-être qu'on peut essayer de travailler à distance en essayant de mobiliser les os, mais vous sentez dans vos mains que c'est le fascia que vous mettez en... Mais non, je sens rien. Moi de toute façon je sens jamais rien. Donc à chaque fois qu'on me disait d'utiliser mes mains, en fait je voulais sentir quelque chose, bah je sentais un truc, je voulais sentir autre chose, je sentais un machin. Donc voilà. Ensuite, les fascias viscéraux, alors ça, bah, je crois qu'en cours, moi j'avais eu des cours, hein, de thérapie manuelle viscérale, parce que j'ai pas des profs qui étaient ostéo. Mais vous, les ostéos, je pense que vous le faites, vous avez étudié, hein, ça, les trucs viscéraux avec tel ligament qui est attaché à tel machin, viens, on va travailler ça comme ça. Bon, a priori, c'est quand même encore une fois des belles fables. Ah, et une anecdote, rien à voir avec, enfin, rien à voir, moyennement. J'avais eu des cours de thérapie manuelle quand j'étais à l'IFMK. Et j'avais appris des manipulations sur le genou, des manipulations où on m'avait dit ouais les rotations c'est hyper important, nanana. Alors je suis d'accord que les rotations sur le genou c'est hyper important. Du coup j'avais appris à normaliser les rotations au niveau du genou. Et j'avais un patient à ce moment-là qui avait mal au genou. Et donc du coup je me suis dit bah je vais manipuler son genou, on va voir. Et donc je cherche une dysfonction. Ah, je trouve une dysfonction, alors je sais plus, ça manquait de rotation médiale ou latérale, je me rappelle plus. Je manipule et le mec il va mieux. Ok, derrière on fait des exos, tout ça, machin, nanana. Et en fait, quand il revenait, bah la douleur en fait elle changeait pas grand chose. Elle changeait pas beaucoup. Mais à chaque fois que je faisais la manipulation où où je normalisais la rotation, ça allait mieux, d'ailleurs on pouvait faire des exercices. Et un jour je me suis dit non mais attends, vas-y, le mec qui revient, ah, c'était toujours la même chose, hein. Et du coup, le mec qui revient, il a mal toujours au début du genou, donc je me suis dit, bon, bah, au début de la séance, je veux dire, il a toujours mal au genou, donc on va faire un peu de thérapie manuelle. Et je me suis mis à normaliser dans l'autre sens. Donc je me suis mis à normaliser, donc on va dire il manquait de rotation médiale, donc je normalisais en rotation médiale, et du coup je me suis dit, bah je vais faire l'inverse. Je faisais l'inverse, et j'avais exactement les mêmes résultats. Et en fait, à chaque séance, j'essayais un truc différent, peu importe la thérapie manuelle. Je faisais du valgus, du varus, du truc, du machin, ça marchait tout le temps, ok? Ça marchait tout le temps. Alors que pendant un cours, j'avais déjà eu un truc, j'étais en train de faire une manip, et je faisais une manip en... C'était en gros une manip de rotation latérale en extension de genou. Et en fait, je m'étais gouré, je sais plus si c'était pour un ménisque ou je sais plus quoi, et moi j'avais fait une rotation médiale en extension de genou. Et le prof il passe, il me dit ah non mais attends là t'es en train de faire une rotation médiale en extension de genou, c'est contre nature parce qu'effectivement quand on fait une extension, le tibia il va plutôt faire une rotation latérale. Et il me dit en faisant ça tu vas créer une dysfonction, non mais carrément genre avec mes mains parce que je me suis trompé de sens sur un truc que je sens même pas, je vais carrément créer une dysfonction quoi, genre je vais le mec il va être moins bien après moi, non mais
Ça, c'est des choses que j'ai appris, voilà, c'était... moi je suis diplômé de 2017, hein, donc c'est pas il y a 30 ans, hein, là, c'est pas il y a 40 ans, hein, c'est il y a quelques années, ok? Et en parlant avec d'autres personnes, c'est des choses qui même dans d'autres formations, post-grade, qu'on peut entendre, hein. Donc moi ça me fume. Je vais créer une dysfonction, genre le mec je vais l'empirer juste parce que j'ai tourné le machin dans le mauvais sens. Enfin bon, on va reprendre. Sans transition. Donc les thérapeutes affirment que leurs méthodes peuvent être utilisées pour le traitement causal de pathologies pour lesquelles il n'y a pas encore de preuve à ce jour. Ouais, que les fascias en fait sont la source principale des plaintes. Et là du coup dans l'étude, ils parlent... Alors là pour le coup, là je trouve que c'est un peu gros, donc là pour le coup, j'ai dit que j'extrapolais à tout le monde, et là je vais recentrer cette affirmation là sur vraiment eux, parce qu'a priori ils sont quand même ultra chauds. Eux ils pensent qu'ils peuvent avoir un impact sur les fractures et les calculs rénaux. Donc là, on est au même niveau que l'ostéopathie, ok? Bon, je rigole, hein, pour tous ceux qui sont ostéo et qui n'ont pas compris, c'est des blagues hein, qu'on fait. Hein. On rigole de tout le monde parce que j'espère que vous n'êtes pas susceptibles, quoi. Ensuite, on va avoir l'adhésion stricte à un paradigme biomécanique structurel est-elle justifiée? Donc en fait, c'est pareil, là on va reposer, on va être sur un paradigme, je vous rappelle hein, que le modèle biopsychosocial, en gros, on va avoir le modèle, enfin en gros, c'est des interactions entre tous les systèmes qui vont faire que euh, qui vont expliquer la pathologie, hein, pour faire très simple. Et en gros, cette thérapie, elle repose sur un paradigme biomécanique structurel. Toutefois, il n'a pas encore été établi si un tel paradigme a un sens pour certains problèmes orthopédiques qui sont censés être guérissables avec cette prise en charge-là. Donc toujours... Alors ça, c'est vrai que ça plaît bien. Hein. Et on va voir en plus les sportifs, certains exemples de ces thérapies-là. Mais voilà, le bio, ça marche bien, ça marche bien. Bon, on fait toujours une prise en charge biopsychosociale. Voilà. Alors là, je suis pas forcément d'accord, là c'est une traduction de l'étude, quand ils disent y compris une variété de méthodes psychothérapeutiques, je sais pas si c'est vraiment ça, moi je dirais prendre en charge les facteurs psychologiques, par exemple, qu'on peut prendre en charge en kiné, et je différencierais de la prise en charge par un psychothérapeute, si vraiment il y a des indications à cette prise en charge-là, ok? De toute façon, nous on se transforme pas en psychologue, hein. Ensuite, les fascias sont-ils la seule cause ou la cause principale de toute plainte musculo-squelettique? Et c'est vrai que les thérapeutes faciaux, ben, ils attribuent aux fascias une importance singulière, qu'ils ne possèdent pas en fait, et d'un point de vue anatomique, il n'y a pas de raison de penser que le fascia ce soit plus extraordinaire que le tissu osseux, que les muscles ou tout autre tissu. Parce qu'en fait, on n'a pas de... Bon, ils ont des fonctions particulières, mais comme chaque tissu, hein, un tissu, il est adapté... il s'adapte aux contraintes qu'il reçoit, à son milieu, voilà, c'est par exemple, je sais pas, mais de manière bête, on va prendre l'exemple, le tissu conjonctif, il s'adapte aux contraintes qu'il reçoit. Par exemple, il y a quelqu'un qui se pète un ligament croisé, on prend du tendon des ischios pour faire le ligament, bah si vous prenez le tendon des ischios quand vous venez de faire l'opération, bah, et vous prélevez un morceau, vous le regardez au microscope, ou vous l'analysez ou quoi, ça va ressembler à du tendon, mais au bout d'un certain nombre de mois, d'années, quand vous allez regarder le tendon que vous avez mis, bah ça sera du ligament. Parce qu'en fait, les contraintes, elles auront été différentes. Voilà, le tendon, il relie vraiment du muscle à de l'os. Donc en fait, il y a des phases de transition. Voilà. Le ligament, il est plutôt en général entre de l'os et de l'os. Donc du coup, bah, les contraintes sont différentes. Donc les cellules qui sont dedans, elles vont s'adapter de manière différente. Donc, on n'a pas de preuve qu'il soit plus important que d'autres structures organiques dans un sens absolu. L'argument selon lequel les fascias sont particulièrement importants parce qu'ils traversent tout le corps s'applique également à d'autres systèmes organiques, tels que les systèmes vasculaires, nerveux et lymphatiques. Ça, c'est un argument qui est utilisé dans ce livre-là. Dans l'introduction, ils vous disent qu'en fait, les fascias, c'est extraordinaire, parce que... Alors, je crois qu'ils parlent pas du système lymphatique dans ce livre-là, mais ils disent que, comme le système nerveux et comme le système vasculaire, en fait, le système facial, il est partout. Il est vraiment présent partout, voilà. Mais c'est pas parce que c'est présent partout que ça peut tout expliquer. Et c'est ce qu'ils disent, cette caractéristique n'est pas propre au système facial, hein, du coup, vu qu'on a le système nerveux, vasculaire et tout ça, et en fait, aucun angiologue n'envisagerait de réduire tous les troubles à des causes vasculaires. C'est comme si vous avez un angiologue qui dit... oui, bah en fait, vu que le système vasculaire il est présent partout, bah c'est la cause de tous les problèmes. Non, voilà. Donc certains thérapeutes cherchent à réduire pratiquement toutes les plaintes musculo-squelettiques au fascia, ce qui est non seulement biologiquement peu plausible,
Ouais, de toute façon, parce que là, du coup, si on se centre sur ce tissu, si on est tissu centré, on retombe dans du biomédical, on sait que c'est pas une bonne approche, enfin que c'est pas l'approche la meilleure en tout cas, mais aussi potentiellement dangereux lorsque de telles techniques sont recommandées pour le traitement de troubles tels que la douleur neuropathique ou les traumatismes aigus. Effectivement, si vous avez un problème de nerf, admettons, vous avez un nerf qui est sensible, je sais pas, vous avez des douleurs dans le bras et que le mec il vous traite tout le nerf et qui il frotte comme un débile et qui compresse les nerfs et des choses comme ça, votre nerf il va pas kiffer, hein. Donc, non, en fait, on peut avoir des douleurs qui vont avoir, peut-être que dans la composante nociceptive, elles vont avoir des origines différentes. Effectivement, si le mec il s'est pété l'os, bah, on peut justifier qu'on ait une nociception qui va venir de l'os. Si le nerf il est en souffrance, bah, on peut avoir une nociception qui vient du nerf. Si le nerf il est vraiment lésé, par exemple, on peut avoir de la douleur neuropathique et tout ça, ok. Ensuite, est-il possible que la manipulation douloureuse contribue au développement ou au maintien de la douleur liée à la sensibilisation centrale? Alors ça, j'avoue que je m'étais jamais posé la question avant de lire l'article, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Étant donné qu'aucune preuve cohérente n'a jusqu'à présent démontré que ce traitement a réellement un effet spécifique, donc du coup on répond à ma question du début, est-ce que c'est un effet spécifique? Pas vraiment, pas a priori non. Il est inutile d'émettre des hypothèses sur des mécanismes d'action potentiels. Voilà, c'est ça. En fait, on n'explique pas. Enfin, à l'heure actuelle, en fait, on a plein de choses pour vérifier. Je trouve ça bizarre d'expliquer comment ça marche avant de savoir si ça marche. Parce que si on explique comment ça marche et qu'on montre que ça marche pas, ben en fait, on a passé du temps à expliquer comment ça marche alors que ça marche pas. La question de savoir si les stimuli et stimulus nociceptifs appliqués pendant le traitement favorisent le développement d'une sensibilité centrale, et si cet état est maintenu dans le système nerveux central est prioritaire, compte tenu de son potentiel de nuisance pour les patients, mais cette question n'a pas encore été résolue. En fait, c'est vrai que si on a un patient qui a une pathologie, qui a une douleur chronique, et qu'on vient rajouter de la douleur sur un système qui est un petit peu, irrité, irritable, bah c'est peut-être pas bon, hein, s'il est un petit peu sensible. Donc tout test direct de cette hypothèse par le biais d'une intervention expérimentale serait inacceptable d'un point de vue éthique, mais on ne va pas faire souffrir les gens. De plus, l'obtention de preuves cliniques pour soutenir ou réfuter cette hypothèse nécessiterait des périodes de suivi beaucoup plus longues que dans les essais, des périodes de suivi beaucoup plus longues que dans les essais cliniques. On ne peut pas faire ça sur 12 semaines. Si on veut savoir s'il y a un maintien de cette sensibilité centrale, il faut que ce soit plus long. Les inquiétudes concernant la sensibilisation centrale pourraient s'avérer justifiées, en particulier chez les patients souffrant déjà de douleurs chroniques. Voilà, c'est vraiment chez eux où il y a des questions à se poser. Parce que peut-être que c'est des patients qui tolèrent quand même, quand on a un système nerveux qui est plus sensible, on va dire, du coup, ils vont moins tolérer la douleur. Juste pour dire, voilà, des vidéos comme ça, vous allez en avoir plein sur les réseaux, et franchement, les sportifs, notamment moi, je suis un peu de contenu muscu, donc bodybuilder, strongman, enfin les strongmen, j'ai déjà vu des mecs qui font du bras de fer. Donc tout ça, c'est des trucs ils kiffent, ou en tout cas c'est des vidéos qui font des vues et tout ça, mais en fait, à part faire des vues, ça sert pas à grand chose, hein, j'ai l'impression. Ensuite, donc ça c'est une erreur très courante, hein, le transfert des résultats de la recherche fondamentale vers le milieu clinique est-il justifié? Ça c'est une erreur, avant de rentrer là-dedans, c'est de manière générale, hein. Quand on a la recherche fondamentale, c'est très bien pour après émettre des hypothèses ou des choses comme ça, mais on peut pas passer de choses sur la recherche fondamentale à des choses dans le milieu, à faire des conclusions dans la clinique. C'est pas possible de faire ça, parce qu'en fait, il y a plein de mécanismes, des études mécanistiques ou des choses comme ça qui peuvent expliquer certaines choses. Une fois qu'on va dans la clinique, ça n'a plus rien à voir. Ok, ça n'a plus rien à voir. Donc il faut faire attention avec ça. Donc dans le contexte des thérapies faciales, les résultats de la théorie et de la recherche fondamentale sont souvent transférés au contexte clinique. Donc du coup là en fait on chaîne toute une partie du cheminement pour avoir des choses bien faites, et c'est un problème. Ce transfert n'est pas autorisé car il a souvent été démontré que cette stratégie conduisait à des conclusions erronées. Ça c'est hyper important de le savoir. Et donc une première étape appropriée pour remédier à cette situation consisterait à mener des essais cliniques contrôlés, randomisés, avec un suivi à long terme, approprié afin de vérifier si cette thérapie a réellement un effet de traitement spécifique. Donc des essais cliniques contrôlés, randomisés, suivi à long terme, c'est ce qu'on a dit, on peut avoir un groupe contrôle à qui on fait rien, un groupe avec un placebo qui est adapté à la thérapie qu'on utilise. Toujours savoir en fait qu'il y a des placebos qui sont c'est pur et impur. En gros, il faut pour avoir vraiment les meilleures comparaisons, il faut avoir des placebos qui sont bien utilisés. On ne va pas utiliser le même placebo en fonction de la thérapie qu'on veut tester.
Ce n'est que lorsqu'un effet spécifique aura été découvert qu'il sera logique de spéculer sur les mécanismes d'action plausibles qui sous-tendent le traitement par cette thérapie. Et donc là on a bientôt fini, donc les thérapies assistées par outils sont inutiles, ou du moins pas plus efficaces qu'autre chose de toute manière, donc les preuves actuelles ne soutiennent pas l'utilisation de la mobilisation des tissus mous assistés par des instruments, notamment Graston, Ergon, Astim, peu importe, comme un traitement efficace pour améliorer la douleur, la fonction ou l'amplitude des mouvements. De plus, les effets indésirables de la mobilisation des tissus mous assistés par instruments sont largement inconnus, on a vu que peut-être il faudrait voir si ça a un effet sur les personnes qui ont une certaine sensibilisation centrale ou de la douleur chronique. Mais pour le moment, on peut rien dire, on ne sait pas. Mais c'est toujours important, quand on propose une thérapie, de savoir quels sont les effets secondaires ou les risques pour pouvoir proposer au patient une thérapie en lui présentant les bénéfices et les risques, et que le patient puisse faire son choix en toute connaissance de cause, de manière libre et éclairée. Étant donné que tous les essais inclus étaient de très faible qualité, et que 3 essais ont été publiés dans des revues soupçonnées d'être prédatrices, alors dans ma vidéo sur l'ostéopathie, je vous mets le site où sont recensées les revues prédatrices. En plus de ça, je vous ai mis l'outil Simago pour savoir un petit peu la qualité du journal dans lequel l'étude est publiée. Alors que les études méthodologiques solides fournissent des estimations plus précises des effets du traitement, les ECR mal conçus avec des méthodes inadéquates et des biais associés peuvent fournir des effets de traitement exagérés. En plus de ça, en fait, les preuves sont en conflit avec l'adoption de l'intervention dans la pratique. En fait, si on va sur le site web de Graston, on a 30 000 cliniciens qui ont été formés, 14 000 instruments qui ont été vendus, et plus de 2500 ateliers qui ont été organisés. Okay, donc il y a un enjeu économique derrière ça. Mais nous, on va faire des économies, donc en gros, vu que la mobilisation des tissus mous assistés par un instrument et le bâton de massage à roulette sont aussi efficaces l'un que l'autre, immédiatement et à long terme, mais le bâton de massage à roulette est plus abordable, on peut se diriger vers ça, si vous voulez que votre patient il fasse des traitements myofasciaux, assistés, ou je sais pas quoi, voilà. C'est juste que là, en fait, les prix sont quand même très accessibles. Alors, si on regarde les prix ici, c'est relativement accessible aussi. Bon là, ici ça coûte très cher, mais sinon il y a des choses qui sont accessibles. Par contre, si on regarde sur le site de Graston, bah déjà les formations, bon là vous avez 460$. Après vous avez des mini-formations à 30$, mais pour des choses hyper spécifiques, donc comme l'épicondylite, le traitement et la prévention, les deux, des blessures au pickleball. Là carrément des choses sur le soulevé de terre. Là c'est pour le doigt à ressaut. Donc voilà, ensuite vous pouvez donc vous procurer du matériel pas trop cher, on va dire. Par contre, si vous achetez sur le site de Graston, le kit complet, il va coûter 2400$. Donc, sachant qu'il y a 14 000 instruments qui ont été vendus. Alors, pas forcément le set complet, mais il faut se dire qu'il y a un enjeu financier derrière. Donc, un enjeu, payer des trucs pour quelque chose qui n'est pas forcément efficace, avec des modèles explicatifs un peu nuls, est-ce que ça vaut le coup ? Je vous pose la question. Et on finit avec le même de la vidéo, donc les kinés, se moquer des chiros et de leur subluxation, remettre en question le fait de frotter un patient pour qu'il devienne tout rouge, parce que vraiment sur les réseaux, on voit des choses comme ça, même en France, hein, même en France, ok ? Bon, j'espère que cette vidéo bien trop longue vous a plu, et puis on se dit à la prochaine, salut. Donc, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines si vous tombez le jour de la sortie de cette vidéo. Donc, vous allez avoir 2 à 3 heures de temps libre en plus par semaine. Donc, profitez-en pour passer du temps avec votre famille et tout ça, ok ? Et puis, on se retrouve normalement dans 2 semaines.